se retrouve jusqu'à 22h comme tous les soirs. Merci beaucoup Barbara Lefebvre, vous êtes enseignante et essayiste. Bonsoir Nicolas Bavrez. Bonsoir. Historien, essayiste, éditorialiste, votre dernier livre Le Monde selon Tocqueville aux éditions Taillandier. Claude Malhuret, le président du groupe Les Indépendants au Sénat, sénateur de l'Allier, ancien ministre, qui a encore fait un tabac avec sa dernière intervention au Sénat. Bah oui, on va vous écouter. On va vous écouter parce que c'était repris partout. Et nous aussi. Écoutez, vous parliez des manifestants anti-vax et anti-pass sanitaire. Écoutez. Ils ne savent même pas localiser leur vésicule biliaire, mais ils ont un avis tranché sur l'ARN messager et l'hydroxychloroquine. Bon, c'est juste un petit extrait, mais c'est vrai que ça a été beaucoup repris, un grand succès. Oui, ça a été beaucoup repris. Surtout que beaucoup de vos confrères ont repris et ont retweeté, donc voilà. C'est une façon d'ironiser. Mais c'était ironique, mais c'était sérieux. Je suis très en colère contre les antivax. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Martinique, en Guadeloupe, en Polynésie, des populations non vaccinées, par vaccinoscepticisme, etc., par la propagande des vaccinosceptiques. Et puis en métropole, le contraste avec une population aujourd'hui bien vaccinée, qui contrôle, qui maîtrise la pandémie, avec peu de cas graves. On a la démonstration de la toxicité des antivax. Donc je suis médecin et évidemment je suis très en colère parce qu'on aurait pu nous épargner ça. Mais bon, ils ont le droit de manifester s'ils veulent. Nicolas Bavrez, juste un mot, parce que... Un mot pour dire que ce qui est dit est tout à fait vrai. Ce qui se passe aux Antilles, c'est des départements français. Moi, je suis scandalisé par l'espèce d'écran qui est fait sur... C'est une vraie catastrophe sanitaire. Les statistiques sont très sous-estimées, puisque les seuls morts qu'on a, c'est ceux des CHU. Le rapport des vrais décès est sans doute extrêmement supérieur. Et ce qu'on a dit est tout à fait juste, c'est-à-dire que en réalité, ça s'explique. On a laissé une désinformation, un complotisme délirant s'installer sur ces îles. On a complètement renoncé. Quand les renforts arrivent sur l'île, la première chose qu'on leur dit, c'est qu'il ne faut surtout pas parler de vaccination aux gens qui vont avoir en face d'eux. Enfin, il y a à la fois une irresponsabilité complète et puis un renoncement de l'État qui est invraisemblable. Donc ce qui se passe aux Antilles, c'est effectivement malheureusement un contre-exemple. Alors comme ce sont des îles, pour le coup c'est une expérience de laboratoire, mais absolument tragique. Et quand on va regarder les statistiques de mortalité, on va être extrêmement étonné de voir le pourcentage de morts qu'on va avoir sur ces îles. Donc, il est grand temps d'arrêter ça. Et quand on voit, notamment chez les soignants, cette espèce de délire qui se reproduit, c'est pas possible d'accepter ça. On est à 2 jours, effectivement, de la décision pour les soignants qui ne se seraient pas vaccinés, qui n'auraient pas eu une première dose, d'être suspendus. Barbara Lefebvre. Non, mais pour ce qui concerne les Antilles, il n'y avait pas de raison, a priori, que les Antilles ne connaissent pas le même taux de vaccination que la métropole. Encore eût-il fallu avoir une vraie campagne de vaccination, avoir des démarches à l'égard de nos compatriotes des Outre-mer qui soient pas seulement adaptées aux Antilles, mais aussi qui permettent de comprendre leur réticence éventuellement parce qu'il y a une histoire particulière, on la connaît, on ne va pas y revenir. Le scandale du chlordécone, c'est quelque chose qui est encore très présent dans les imaginaires aux Antilles. Et donc que le gouvernement et que les ARS locales n'aient pas compris l'ampleur de cette situation et à quel point il fallait s'adapter au contexte pour présenter cette campagne vaccinale et finalement se réveiller au moment où c'est trop tard et où le variant Delta est là et qu'il fait des ravages pour ensuite venir conspuer les populations antillaises et leur dire mais comment vous n'êtes pas vaccinés. Je trouve qu'il y a quand même un petit peu de malhonnêteté et de cynisme de la part des pouvoirs publics là-dedans. En tout cas, il y a une candidate déclarée depuis un moment, Marine Le Pen, qui hier a vanté les libertés chéries, et on voit aussi à qui elle s'adresse. Écoutez-la. Aujourd'hui, le pouvoir impose à tous les Français et bientôt même aux enfants un pass sanitaire et en réalité un pass vaccinal. C'est là une atteinte disproportionnée à la liberté. Et c'est de surcroît une atteinte à l'égalité des Français lorsque certains subissent un véritable bannissement social injustifié. Nous l'avons toujours dit, nous sommes contre le pass sanitaire et nous avons bien sûr voté contre à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas contre la vaccination, mais pour la liberté vaccinale. Comment vous prenez ce slogan « Liberté, liberté chérie » et la façon dont elle l'explique finalement? C'est un tête-à-queue idéologique. Elle a décidé de se dédiaboliser, de se recentrer.
Elle est devenue la Bernadette Soubirous des libertés, le Solzhenitsyn de la dictature Macron. Et par conséquent, voilà, qui peut croire aujourd'hui qu'un parti, que son parti, que ce leader qu'elle est, qui est l'admiratrice de Poutine et d'Orban, va défendre les libertés. Enfin, ça fait des années qu'on connaît le Front National, puis le Rassemblement National. Ce qu'elle dit n'est pas crédible, c'est pas son sujet habituel, et je pense en plus, si vous me permettez, que ses électeurs traditionnels s'en foutent. C'est pas le sujet qui les préoccupe le plus. Donc voilà, je pense qu'elle prend un risque avec sa dédiabolisation, son recentrage, son appel aux libertés. D'abord de ne pas de brouiller son message, et puis elle prend le risque, et on l'a vu au régional, parce que la dédiabolisation a commencé avant et elle s'est traduite par une déroute au régional. Elle prend le risque, et on le voit aujourd'hui dans cette campagne électorale, d'être immédiatement débordé sur sa droite, par des Philippot, par des Zemmour, par des Dupont-Aignan, qui, eux, ont un message qui reste clair, etc. Vous n'êtes pas nostalgique quand même d'une Marine Le Pen qui est au plus dur, c'est ça que vous dites? Non, je ne suis pas nostalgique, je dis ça. En fait, c'est-à-dire que si certains veulent effectivement qu'elle puisse jouer le rôle de faire valoir antinomique à Emmanuel Macron, tout l'intérêt, c'est d'essayer effectivement de continuer à la présenter comme le terme qui a été employé, hein, le diable. Bon, moi, je ne connais pas Dieu en politique, je ne le connais pas. Le diable non plus en politique, je ne le connais pas. On en a connu par le passé et je ne crois pas que Marine Le Pen soit le diable. En revanche, je crois qu'effectivement, la liberté, c'est un sujet qui est un sujet de préoccupation principale des Français, parce que dernièrement, il y a eu un baromètre de l'IFOP pour baromètre sur être à gauche aujourd'hui, et il y avait une question sur quelle est la première des valeurs qui vous portent. Et pour l'ensemble des Français, y compris à gauche et y compris les électeurs de droite, et donc globalement les Français, la première valeur, c'est la liberté. La liberté. L'égalité vient largement après, le mérite vient largement après. La première des valeurs auxquelles les Français sont attachés aujourd'hui, c'est la liberté. Donc je pense que, d'un point de vue de communication en tout cas, elle fait un bon choix, puisqu'effectivement, cette question des libertés et des libertés au pluriel aujourd'hui, dans cette période de Covid, se pose véritablement. Oui, on peut tout à fait être anti-pass sans être pour autant le diable. Bien sûr. Mais elle va avoir du mal à l'incarner, cette valeur de... Est-ce que c'est pas une forme de contresens, entre guillemets, pour elle et pour son électorat et son discours, par rapport à son discours traditionnel, quoi? Il y a un contre-emploi et puis un contresens, parce qu'en réalité, quand on regarde les positions qui ont été celles du Front National aujourd'hui, le Rassemblement National, ils sont contre la liberté économique et le marché. Ils sont contre... moins qu'avant, moins qu'avant. Il y a des nuances. Il y a une modification, mais je Bien rappelle qu'on veut nationaliser quand même les autoroutes. Entiers, voilà, donc on n'est pas favorable évidemment à la mais privatiser l'audiovisuel public, pardon, je vous interromps, mais privatiser l'audiovisuel public. Donc, on a vous voyez... une relation à l'état de droit qui est quand même plutôt distante. Et donc, finalement, cette espèce de surgissement de la liberté dans le vocabulaire de l'extrême droite, comme vous l'avez dit, il est lié uniquement au fait que ces manifestations contre les vaccins et contre le pass sanitaire utilisent ce mot. Mais donc, on voit que c'est quelque chose d'abord qui tient uniquement, j'allais dire, à l'instant. Et par ailleurs, comme il a été dit, je crois qu'il y a plusieurs choses qui vont peser. D'abord, l'électorat du Front National n'est pas, ou du Rassemblement National, ces électeurs ne sont pas intéressés a priori par la défense de la liberté ou des libertés. Il y a une contradiction avec ce que disent Salvini, Orban ou Poutine. Et je crois surtout que finalement, le moment populiste est passé. Et que tout à l'heure, on voyait vous avez montré les images d'un militant fidèle de Marine Le Pen qui visiblement la suit depuis 35 ans et qui était en pleurs. Et je pense qu'il a bien compris que ce moment en réalité était passé et qu'il exprimait quelque chose de... Parce que quand on regarde finalement tous ces leaders populistes face à l'épidémie, eh ben, ils se sont tous, en fait, ils sont largement passés à côté. Le moment populiste est passé, Barbara Lefebvre ? Pour une raison très simple, c'est que l'épidémie, c'est le réel par excellence. Et qu'effectivement, la réponse à l'épidémie, c'est la science, c'est l'efficacité. Et donc, si on veut mentir face au virus, le virus, il s'en fout, mais en revanche, il se venge. Et c'est ce qui s'est passé au Brésil, c'est ce qui s'est passé en Inde, c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Est-ce que le moment populiste est passé ? Je ne sais pas si on peut juger de ce moment populiste uniquement à l'aune de la crise sanitaire.
C'est pas seulement ça. Et en plus, le réduire... Ça a coûté à Donald Trump. Hein. Ça a coûté sa place à Donald Trump. Il y a toute forme de populisme et il peut y avoir aussi... le populisme, ça se décrit comment? Ça se décrit par le principe de vouloir passer au-dessus des corps intermédiaires, de vouloir se passer des corps intermédiaires pour être dans une relation directe avec le peuple. Il me semble, pour avoir lu Révolution d'Emmanuel Macron, que c'est exactement son projet, c'est-à-dire se passer des corps intermédiaires pour avoir cette relation directe au peuple. Donc le populisme, il peut y en avoir de toutes formes. Ça a été qualifié de populisme light à l'époque par Manuel Valls. Et Pascal Perrineau avait fait aussi, dans un ouvrage passionnant de décortiquage collectif sur le vote disruptif, il avait aussi montré qu'il y avait une forme de populisme dans cette candidature d'Emmanuel Macron. Donc je ne sais pas s'il faut coller des étiquettes pour disqualifier des candidats, ce qui est la réalité aujourd'hui, c'est que les enquêtes d'opinion et les sondages montrent que Marine Le Pen reste aussi forte qu'elle l'était en 2017. Emmanuel Macron reste haut également. Ça ne préjuge en rien de ce que sera le match final. Et je trouve quand même que faire aujourd'hui des pronostics, alors que nous sommes mi-septembre, avec des candidatures les plus fantasques possibles, avec aucun paysage électoral vraiment figé, je pense que dire aujourd'hui que le moment populiste est passé, je pense qu'au contraire, la déflagration de 2017, qui n'est pas due à Emmanuel Macron, mais qui avait déjà bien commencé, cette déflagration perdure et que la recomposition continue. Et 2022 peut être le moment d'une autre recomposition aussi. Vous êtes d'accord ? Moi, je n'arbitrerai pas la discussion entre moment populiste passé ou pas passé, mais ce que je pense sur sa stratégie, c'est que le boulot d'un leader populiste, c'est de transformer une réalité complexe en un discours simpliste. Et elle est en train de faire exactement le contraire. C'est pour ça que je pense que sa stratégie est pas la bonne. D'abord, elle essaye de se recentrer et immédiatement on la voit déborder sur sa droite et elle donne un message. Oui, mais ça peut être un réservoir de voix pour le deuxième tour. Ça peut être un danger pour le premier tour dans une certaine mesure, mais ça peut aussi élargir un fonds de réserve pour le deuxième tour. Se pose maintenant le problème d'arriver au deuxième tour, parce que jusqu'à présent c'était évident. Et je me permets de dire un petit mot sur ce que vous avez dit par rapport à 2017. Depuis quelques mois, depuis le mois de juin, elle a perdu 5 ou 6 points dans les sondages. Et 5 ou 6 points, c'est quand même pas... Ça veut dire, même si elle est encore au deuxième tour dans les sondages, et qu'elle y sera peut-être demain, ça veut dire que la stratégie ne fonctionne pas. En plus, le flou... elle est toujours au deuxième tour, en tout cas. Elle est toujours au deuxième tour. Mais une campagne, c'est une dynamique. Et aujourd'hui, il y a 3 mois, personne n'imaginait que le deuxième tour ne soit pas Macron-Le Pen. Aujourd'hui, on commence à se poser la question, est-ce qu'elle sera au deuxième tour? Le message flou sur les libertés, expliquer que le pass, qu'on est anti-pass, mais qu'on n'est pas anti-vax. C'est déjà un changement, parce qu'au début, c'était anti-vax. Elle n'a jamais dit qu'elle était anti-vax. Elle n'a jamais dit clairement qu'elle était anti-vax. C'était, voilà, méfiez-vous quand même. Comme Emmanuel Macron a dit, méfiez-vous de l'ARN message, et il a dit la même chose. Mais aujourd'hui, dire je suis anti-pass, mais je ne suis pas anti-vax, au moment où dans les manifs, vous avez évidemment les anti-pass, tout est amalgamé, les anti-vax, les anti-Macron, les anti-système, les anti-tout, les antisémites, etc. C'est à nouveau se replonger dans quelque chose d'une nuance extrêmement difficile qui, par rapport à son électorat, à mon avis, n'est pas obligatoirement la bonne stratégie. La preuve, c'est que tous les adversaires à l'extrême droite de Marine Le Pen sont en train de s'engouffrer là-dedans. Sont en train de s'engouffrer là-dedans. On va voir avec Paul Laroutourou tout de suite. Bonsoir Paul, rebonsoir Paul. Bonsoir. Vous étiez, vous, à Fréjus hier et vous avez rencontré quelques militants, l'entourage de Marine Le Pen. Vous leur avez parlé de ce discours, mais aussi d'Éric Zemmour, qui n'a pas été cité parmi les adversaires possibles par Claude Baluret, mais dont on a compris qu'il faisait partie de ceux qui contestaient peut-être la stratégie de Marine Le Pen. Exactement, Ruth. Je vais vous montrer tout d'abord ce qui s'est passé à la tribune. Marine Le Pen, c'était un meeting extrêmement important pour elle. Elle est arrivée comme ça, les bras croisés, elle a tourné sur elle-même, et puis elle est allée à la tribune. On y était avec Stéphane Iorghilescu. On y était, on a vu que c'était vraiment un moment important, les grands moyens étaient déployés, on va voir les images. Il y avait un nouveau slogan qu'on va découvrir, voilà, derrière elle, le temps est venu, et surtout elle avait un seul mot à la bouche. Le temps est venu, on revoit les images, on voit le décompte, J-210, on voit qu'ils ont tous distribué des drapeaux, et donc je vous le disais, elle avait un mot à la bouche.
liberté, cette liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, à la liberté. La liberté, mes amis, liberté chérie. Elle l'a dit 85 fois, mais nous, on s'est intéressé à cette phrase. Qu'on n'a pas entendu, donc, c'est pas grave du tout. Donc, La Croisée des Chemins, c'est le nom du site internet d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, on s'en souvient, fin août, il disait ceci. Marine Le Pen, elle a un socle très, très solide, mais vous avez vu, elle a déjà perdu 5 points dans les sondages. Elle était à 26, elle n'est plus qu'à 21. Parlons clair. Tout le monde a compris Warren qu'elle ne gagnera jamais. Voilà, c'est tout, c'est clair. Élue présidente de la République. Élue présidente de la République. Élue présidente de la République française. Au 20h de TF1 le soir même. Est-ce qu'Éric Zemmour pourrait être un allié un jour si vous avez besoin de lui pour vous qualifier pour le second tour? Par exemple, est-ce qu'il pourrait vous faire perdre votre qualification pour le second tour? Je ne le traiterai jamais comme un adversaire et je pense qu'il devrait réserver ses attaques à Emmanuel Macron. Alors ces attaques, Marine Le Pen, on sent qu'elle est vraiment sur la pointe des pieds, elle y va doucement, elle lui tend la main, mais intéressons-nous au premier rang du même meeting à Fréjus hier, et là, on va le voir, ses adjoints, toutes les personnes qui sont au premier rang et qui l'applaudissent, tapent et ont exactement les mêmes éléments de langage. Est-ce que vous avez peur d'Éric Zemmour? C'était la question du mouton. Ah, c'est ça. Du mouton, c'est moi le mouton. Voilà. Vous ne la posez pas? Ben non, pourquoi on aurait peur? Vous savez, il y a toujours eu un troisième, il y a toujours eu un Dupont-Aignan, un Villiers, un Maigret, il y a toujours... Donc, et alors, à l'arrivée, qu'est-ce que ça a fait? On a eu Philippe de Villiers, on a eu Nicolas Dupont-Aignan, Bruno Maigret aussi. Bon, on nous les annonce toujours à 10-15, ils finissent toujours à 2-3. Marine Le Pen descend, même si elle est évidemment au deuxième tour, et Éric Zemmour monte. Oui, mais vous savez, moi, je me rappelle qu'aux élections européennes, on nous a expliqué qu'une liste Gilets jaunes ferait 13%, nous empêcherait probablement de gagner les élections européennes. Nous sommes arrivés en tête. Mais au bout, Éric Zemmour. Il est vrai que la division du camp national, c'est probablement ça le suicide français. Et, en tout état de cause, Éric Zemmour, pardon, lapsus, ou Nicolas Dupont-Aignan, lapsus qui veut dire quoi? Ne seront jamais des adversaires. Voilà. On ne saura pas ce que veut dire ce lapsus, mais il était important pour finir, après avoir écouté ce qu'il disait à la tribune et ce qu'il disait au premier rang, d'écouter tout simplement ce que pensent d'Éric Zemmour ces militants du Rassemblement national, souvent depuis de longues années, et qui ont attendu de longues heures sous un soleil de plomb pour écouter Marine Le Pen. Tout simplement, on leur a demandé que pense-t-il des accusations d'Éric Zemmour. Est-ce que Éric Zemmour a raison de dire partout que Marine Le Pen ne sera jamais présidente de la République? Elle y sera. Éric Zemmour, je l'aime bien, moi, je l'écoute tous les soirs. Mais hormis ça, non, il ne sera pas dans mon bulletin de vote. Puis c'est quelqu'un que j'admire en tant qu'écrivain, éditorialiste, chroniqueur. Elle est quand même donnée dans les premiers au niveau des sondages, donc je ne vois pas comment il peut dire qu'elle ne va pas gagner. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens partir sur la campagne d'Éric Zemmour, etc. Moi, ils ne me font pas peur. Parce que s'il se présente aux élections, c'est pour faire barrage à Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour a raison quand il dit que Marine Le Pen n'y arrivera jamais, qu'elle sera jamais présidente? Oui, je crois qu'il a un peu raison. Pourquoi vous êtes là alors? Pour soutenir Marine. Vous pensez qu'elle ne sera pas présidente? Je ne pense pas, non. Pourquoi? Il y a trop de force à gauche et à droite, surtout si Zemmour se présente. À mon avis, il va lui croquer pas mal de voix. 62 ans de mariage, 35 ans chez Le Pen. Comment vous sentez ce moment politique? Est-ce que c'est la bonne pour la troisième candidature de Marine Le Pen d'après vous? Oui, il faut contenter un peu plus de monde, mais il faut rester ferme. C'était ce que je voulais il y a 35 ans. Mais maintenant, je vois que ça baisse. Je vous sens ému? Oui. Pourquoi vous pleurez? Ben, je sais pas. Pourquoi votre mari pleure? Parce qu'il l'adore. C'est sa chérie. Marine Le Pen? Ah ouais. Plus que vous? Ah ouais, sûrement. Est-ce que maintenant que c'est un peu passé, vous pourriez m'expliquer pourquoi vous avez pleuré quand je vous ai interrogé tout à l'heure? Qu'est-ce qui vous aviez en tête? Je suis déçu qu'elle n'ait pas passé, quoi. Non, c'est pas déçu. Bon, non, mais c'est que, disons, ça fait 35 ans que j'aspire et je vois que ça va être difficile encore, mais j'espère qu'elle va gagner. Voilà, certains de ces militants RN m'ont confié qu'ils iraient voir quoi allait ressembler la tournée de lancement promotionnel de son livre, justement dans le Sud-Est, vendredi et samedi. Merci Paul. On a entendu, je vous ai vu à la fois sourire et être intéressé. Il faut qu'elle contente plus de monde, mais il faut rester ferme. Il a résumé ce militant. La difficulté, la ligne de crête de Marine Le Pen, en fait. Et d'autant plus que la plupart quand on voit aujourd'hui, et ça avait commencé déjà avant l'été,
Quand on voit les positions de Xavier Bertrand, de Michel Barnier ou de Valérie Pécresse, on se dit qu'effectivement, les idées et la fermeté de Marine Le Pen sur les questions d'immigration, elles sont maintenant largement diffusées, et y compris d'ailleurs en partie au sein du gouvernement. Emmanuel Macron, sur certains sujets, que ce soit en off ou même de façon publique, a un discours beaucoup plus ferme sur l'immigration. Ce discours-là, il y a quelques années encore, c'était on ne voulait pas l'entendre. Donc effectivement, elle peut dire parfois qu'elle a gagné la bataille des idées. Maintenant, elle porte le nom Le Pen et ça peut permettre effectivement de continuer à agiter un chiffon rouge qui fait craindre effectivement à ce militant de longue date une déroute. Maintenant, effectivement, je crois que le lapsus de Jordan Bardella, il est très efficace et très révélateur. Éric Zemmour prétend que Marine Le Pen est la garantie pour Emmanuel Macron d'être élu. En réalité, tout le monde voit très bien que Éric Zemmour est là. Et d'ailleurs, il a décoché ses premières flèches essentiellement contre Marine Le Pen et contre LR. Il est essentiellement là pour effectivement faire réélire Emmanuel Macron. Je crois que la question qui se pose en définitive, c'est est-ce que les extrêmes peuvent se normaliser sans disparaître ? Mélenchon répond non. Et il se radicalise. Marine Le Pen répond oui, et elle essaye avec les difficultés. On va voir ce que ça donne. Et on va voir le résultat, on va voir ce que ça effectivement. donne, mais c'est une question posée aujourd'hui aux deux extrêmes. Alors, la gauche, elle existe encore. Et Anne Hidalgo veut la représenter, en tout cas les socialistes écologistes, les socio-écologistes. Écoutez-la et écoutez la réaction de Gabriel Attal ce soir sur notre plateau. Je pense que ce matin, elle a un peu dévoilé le projet, qui est celui, comme elle a dit, d'une refonte globale de la fiscalité. Mais les Français ont souvent entendu ça et ils savent que quand on prononce ces mots, bien souvent, ça se traduit par des augmentations d'impôts pour les classes moyennes et pour les Français. Et nous, on est très clair et cohérent là-dessus. Pas d'augmentation d'impôts pour les Français. Voilà, et Anne Hidalgo qui a proposé le doublement des salaires des enseignants et qui a dénoncé une France plus divisée que jamais et qui demande le respect pour toutes les catégories sociales, y compris bien sûr, et en premier celles qui se sont battues contre la pandémie. Alors, elle peut ressusciter la gauche. Deuxième question, mais est-ce que face à ces tirs croisés, Emmanuel Macron reste le favori ? Nicolas Bavrez. Alors, deux questions. D'abord, qu'est-ce qui se passe à gauche ? La candidature d'Anne Hidalgo. Donc, elle a envoyé effectivement deux messages qui sont très clairs. Un premier message en étant à Rouen, c'est qu'elle n'était pas la candidate de Paris et c'était une candidature collective, mais elle reflète une candidature qui est une candidature d'élu, ce qui correspond d'ailleurs à ce qu'est aujourd'hui le Parti socialiste. La deuxième chose, c'est qu'elle a beaucoup de maires socialistes de villes moyennes. Un message très fort à l'électorat traditionnel et les enseignants, avec une mesure qui de fait est une mesure à la fois énorme, inefficace, parce que si on augmente le salaire des enseignants sans réformer l'éducation, on n'aura aucune amélioration du service rendu, et par ailleurs non financé. Ce matin, on va dire qu'on va augmenter la fiscalité. Si effectivement on doit augmenter la fiscalité de 80 ou 150 milliards d'euros, on peut arrêter... Alors ça a commencé à être un peu nuancé dans la journée. Hein. Voilà, forcément, parce que... Mais si vous voulez... Donc ça montre quand même aussi la fragilité et l'improvisation de cette candidature. Donc ensuite, le problème politique de la gauche, c'est qu'elle a aujourd'hui un potentiel qui n'est pas illimité, c'est quelque part entre 25 et 30% des voix, et que maintenant on a 4 ou 5 candidats sur en fait un positionnement plus radical côté Mélenchon, mais tous font ce que vous avez dit de la social-écologie. Donc, Jean-Luc Mélenchon qui a demandé un plan d'urgence sociale, comme le plan d'urgence sanitaire, comme les plans d'urgence. Si vous voulez, moi, je trouve qu'il y a quand même maintenant deux choses qui émergent. La première, c'est que toutes ces entrées en campagne se font de la même manière, avec une espèce de mesure à la fois massive, complètement déraisonnable. Donc les uns, c'est un moratoire sur l'immigration, les autres, c'est des gens qu'on va mettre hors d'état de nuire pendant 50 ans avec à peine un jugement, voire pas de jugement. Les troisièmes, c'est une augmentation des salaires et du pouvoir d'achat. Oui, mais les Français, ils demandent que ça change, ils demandent qu'il y ait des choses qui changent. Donc en fait, les candidats, ils essayent d'avoir des mesures qui leur montrent qu'il y a des choses qui changent. Ils ont le sentiment de l'impuissance des pouvoirs publics, de l'impuissance de l'État. Si vous voulez, si vous regardez les 75% de Hollande ou toutes ces mesures, si ça
s'il y a quelque chose qui a montré l'impuissance du politique, c'est bien ça. Parce que d'abord, généralement, elles sont inapplicables. Et quand elles sont en partie appliquées, elles donnent des désastres. Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, et c'est la deuxième partie, juste une seconde sur le... c'est que vous voyez bien qu'on a une multiplication, un trop-plein de candidatures, mais un vide des projets. Parce que même si telle ou telle de ces mesures n'était pas idiote, elles ne correspondent absolument pas à l'état de la France aujourd'hui et à ce qu'on attendrait d'un projet. Donc, au bout du bout, qu'est-ce qui se passe? On a un président qui occupe quand même le cœur de l'espace, des candidatures, des projets qui sont très faibles, et surtout un président qui a la main sur le carnet de chèques. Et donc, qui lui fait campagne sur ses points faibles, le régalien, le territoire, avec 3 milliards pour Marseille, 600 millions pour les agriculteurs, 12 milliards pour la santé sans aucune réforme. Donc, en réalité, on n'aura pas de réel progrès sur la qualité des soins. Et Barbara Lefebvre, vous dites, comme Xavier Bertrand, il fait campagne avec le chéquier des Français? De toute façon, le quoi qu'il en coûte, c'est le chéquier des Français, de toute façon. Et là, oui. Mais on pouvait ne pas le faire? En tout cas, on pouvait, au lieu de saupoudrer, on pouvait cibler dès le départ. Parce que le quoi qu'il en coûte, d'avoir donné aussi massivement et de façon aveugle, sans cibler véritablement, même pendant la pandémie, les secteurs qui en avaient le plus besoin, ça posera question. De toute façon, le bilan se fera à la fin de la crise. Néanmoins, le quoi qu'il en coûte n'a pas forcément été la politique de l'absolue réussite. Et de toute façon, encore une fois, oui, bien sûr, c'est le chéquier des Français. Et je sais, la dette, ça ne compte pour rien. Les taux sont formidablement bas, etc. L'inflation, ça n'existe pas ou quasiment pas. Donc, on peut continuer à s'endetter. Moi, je reste persuadée que tout cela, un jour, retombera sur, si ce n'est sur nous, sur nos enfants et nos petits-enfants. Donc, me semble-t-il, quand on est français, on pense aux générations qui vont nous suivre et pas uniquement à la nôtre, à moins de vivre dans un éternel présent. Mais je ne crois pas, je crois qu'effectivement, il y a ce sentiment de dispersion. Néanmoins, on a aujourd'hui, effectivement, Emmanuel Macron, qui est le représentant du centre-gauche, centre-droit, qui représente quand même maintenant quasiment 40%. Quand on voit les enquêtes d'opinion, vous avez 20%, 22% de gens qui se reconnaissent dans le centre-gauche et une vingtaine de pourcents qui se reconnaissent dans le centre-droit. Donc tout ça, ça fait Emmanuel Macron. C'est quand même pas mal, 40%. Et d'ailleurs, c'est à peu près les taux de satisfaction qu'il concerne. La popularité. C'est pas les intentions de vote. Les intentions de vote sont autour de 24%. Après, vous avez deux candidats qui sont présents depuis longtemps par rapport à cette campagne et qui construisent un programme. On en pense ce qu'on en veut. C'est Jean-Luc Mélenchon, il a son programme, et c'est Marine Le Pen, elle a son programme. Ensuite, effectivement, il y a cette nébuleuse, la gauche, qui ne sait plus où elle habite, mais ça fait déjà longtemps. La LR, qui ne sait plus non plus où il habite, parce qu'ils sont tiraillés entre eux, effectivement, une branche conservatrice et une branche macroniste qui n'arrive pas encore à partir chez Emmanuel Macron et l'autre qui n'arrive pas encore à aller, parce qu'elle ne sait pas très bien où aller. Mais enfin, excusez-moi, entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau et de l'autre côté des gens comme Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, on sent quand même bien qu'il y a une vraie problématique, notamment sur les questions économiques, les questions de souveraineté. Là-dessus, on voit bien qu'effectivement, ce sont ces deux camps-là qui sont vaporeux et nébuleux. Mais sinon, vous avez effectivement une organisation tripartite avec les insoumis et les écolos, Emmanuel Macron au centre et la droite conservatrice que veut incarner Marine Le Pen. Et du coup, il reste favori, Emmanuel Macron, dans cette configuration? D'abord, vous posez la question, est-ce qu'Alain Hidalgo peut ressusciter la gauche? Je pense qu'il va falloir allumer des cierges. Parce que la gauche, elle est en salle de réanimation idéologique déjà depuis longtemps. Et je pense qu'elle y est pour longtemps. Ça, c'est toujours le médecin qui parle, on a compris. Notamment à cause d'une chose, c'est que on a désormais la gauche burqa d'un côté, la gauche Jean Jaurès de l'autre, c'est-à-dire la gauche universaliste d'un côté et la gauche multiculturelle, etc. Et ça va être dur. Et ça va être d'autant plus dur qu'avant de ressusciter la gauche... Mais Anne Hidalgo, elle est très claire sur la République. Elle est très claire sur la République. C'est ce que j'allais vous dire. Il faudrait d'abord qu'elle se restructure elle-même, Anne Hidalgo. Parce qu'elle est très claire aujourd'hui. Après avoir fabriqué de toutes pièces au régional, il y a un an, une candidate qui était la championne du monde du multiculturalisme, du wokisme, etc. C'est quand même elle qui l'a fabriquée. Donc elle est quand même dans une situation qui n'est pas évidente. Et puis la deuxième raison pour laquelle je pense, ma réponse, hélas pour Anne Hidalgo, est non, elle n'est pas capable de ressusciter la gauche, c'est parce qu'aujourd'hui, vous l'aviez dit, elle est émiettée, non seulement elle est émiettée, mais elle est émiettée entre des partis et des personnalités qui cohabitent, qui sont capables de cohabiter à peu près aujourd'hui comme des chats dans un sac.
On le voit tous les jours. Donc, et sans compter beaucoup. Donc, je pense que non. Je pense que non. Est-ce que Macron reste le favori? Bien entendu, à l'heure qu'il est, oui. La première raison, c'est que si c'est tous anti-Macron, c'est presque la réponse à votre question. Si c'est tous anti-Macron, c'est bien parce que Macron est favori. Deuxièmement, parce que, comme vous le disiez, non seulement il y a le carnet de chèques, il a des trucs. Sa politique ne convient pas. Ça Oui. pourrait être aussi ça, éventuellement. Oui. Mais il y a une dernière raison qui est fondamentale, qui fait que tous les maires ont été réélus au municipal, tous les présidents de région ont été... C'est que la crise du Covid écrase tout. Et qu'il est, depuis les derniers mois, il a pris des bonnes décisions, mais que sauf grave erreur, ça va continuer bien entendu encore quelques mois. Oui, mais du coup, on ne verra pas ses failles, on ne verra pas ses fragilités. Il en a aussi quand même. Bah ça, c'est le travail des gens. Il en a, mais sans les corriger vraiment, on voit qu'il en a quand même conscience, puisqu'il y avait 3 gros problèmes, les valeurs, le régalien et les territoires. Le régalien et les territoires, il les traite avec le carnet de chèques, effectivement. Les valeurs, c'est plus compliqué parce que le chéquier n'y suffit pas, mais là aussi, Dieu sait qu'il a été ambigu sur beaucoup de choses. Il a évolué. Et il a évolué. Il y a une chose que je voudrais quand même livrer au débat et peut-être aux parlementaires, c'est qu'on a évidemment beaucoup parlé de l'élection présidentielle et on a raison. Et on voit que effectivement, la force de l'institution présidentielle va peut-être écraser en partie la compétition. Le paradoxe, et qui est peut-être se réalisera, qui est très intéressant, c'est que la sortie de ce président qui a été le plus hostile au parti et au Parlement va peut-être se traduire, à l'inverse, par la restauration du rôle des partis et du Parlement. Pourquoi ? Parce que même si Emmanuel Macron est réélu, il va sortir avec un parti qui est en capilotade. Et donc les législatives seront une vraie question. Et si vous voulez, les partis dont on vient de parler et qui effectivement souffrent, et vous l'avez rappelé, LR et Ils prendront leur revanche à ce moment-là, voilà. c'est ce que vous et voulez on voit dire. qu'un certain nombre de gens... Les petites manœuvres sont déjà en cours. Et par exemple, la manière dont Édouard Philippe construit un parti qui pourrait avoir 80 ou 100 députés et qui serait au centre de l'échiquier, on voit qu'il y a un certain nombre de responsables politiques, ce qui est quand même intéressant, qui jouent déjà ce problème qui est que, oui, Emmanuel Macron n'est sûrement pas encore élu, mais il est favori. Mais il va ensuite avoir, puisqu'il n'a plus de parti, puisqu'en réalité LREM n'existe plus, il a un problème de majorité. Et donc on voit des gens qui commencent... Ça va être notre prochain sujet de débat. D'où sa stratégie. Mais elle est le mot de la fin, Barbara Lefebvre. Elle est déjà en cours, c'est sa stratégie de la maison commune. Et les tractations, on le sait, sont déjà là. Les députés, La République En Marche, surtout qu'une grande partie d'entre eux veulent retourner à leur vie civile d'avant. Et il y a déjà toutes les petites manœuvres qui sont en train de se préparer pour que des PS, des LR, des Agir, des Libertés, je ne sais quoi, parce qu'il y a des noms de micro-structures qu'on connaît même pas. Je voyais le sourire de Claude Malhuret, qui est le président des Indépendants. Donc il aura une sorte de cohabitation avec un espèce de... Ce sera encore plus l'auberge espagnole que ce ne le fut en 2017. On va avoir plus de partis à l'Assemblée. Merci. Merci. Je suis sûre qu'on va en reparler très rapidement. Bonsoir Éric Brunet et compagnie.